Bonjour à tous, Nicolas Le Breton, je suis auteur, conférencier, je fais des visites guidées à thème dans Lyon et éditeur, voilà, petit éditeur de réédition d'ouvrages perdus, oubliés, etc. au Sacre de Lyon. Les visites guidées, en fait je suis guide professionnel depuis 20 ans maintenant. J'ai fait plus de 20 ans, j'ai fait ma carrière, une bonne partie de ma carrière à l'Office du tourisme de Lyon, donc le tourisme classique. Pourquoi est-ce que je suis devenu guide? C'est parce que c'était au départ je pensais que c'était un simple job d'étudiant et puis en fait je suis arrivé en 1998 et donc j'étais happé par le travail parce que il y a eu le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et puis la Coupe du Monde de football qui sont arrivés en même temps et qui ont fait qu'il y avait beaucoup de visiteurs sur la ville de Lyon. Et donc voilà, j'ai travaillé comme ceci professionnellement pendant 20 ans. Et depuis 3 ans maintenant, depuis 2017, j'ai créé ma propre structure, ma propre entreprise, et je propose des visites à direction des Lyonnais principalement, et puis des gens curieux bien entendu, mais qui sont pour approfondir, des visites qui approfondissent l'histoire lyonnaise, l'histoire ésotérique en particulier. Voilà, sur toute cette histoire ésotérique qui est très riche, où il y a beaucoup à dire et qui me permet de décliner ces thématiques en plusieurs thèmes. Alors j'insiste toujours sur le fait que c'est de l'histoire ésotérique et pas de l'ésotérisme, c'est-à-dire que je ne cherche à convaincre personne de quoi que ce soit. Je décris effectivement toutes les histoires de sorcellerie, d'alchimie, d'ésotérisme savant ou populaire qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de la ville de Lyon, et il y a énormément, encore une fois, à dire. J'écris aussi depuis les années 90, alors j'ai été publié en fait professionnellement aux Moutons électriques, puis à Ouest France pour des beaux livres, des livres sur les grands criminels lyonnais, mais effectivement, je suis quand même un auteur Moutons électriques à la base. Donc, j'ai fait du roman historique, qui est donc La Geste de Lyon, qui se passe donc dans la ville de Lyon au Moyen-Âge. J'ai fait effectivement un diptyque aux Moutons électriques et mon dernier ouvrage en date, on est en train de travailler d'arrache-pied sur la suite, c'est sur donc Sherlock Holmes aux enfers, une enquête du roi de la logique là où il ne peut y avoir aucune logique, justement. Donc je me suis beaucoup amusé à travailler ces thématiques-là. L'inspiration pour Sherlock Holmes aux enfers, ça a été effectivement de travailler sur comme j'avais beaucoup plongé dans l'ésotérisme du 19e siècle, j'ai entre autres dans ma bibliothèque le Dictionnaire infernal de Colin de Plancy, qui résume, si vous voulez, des listes de démons qui sont des listes traditionnelles comme ceci. Il y a toute une faune, quoi. Il y a vraiment tout un bestiaire dans ces démons-là. Il y a d'ailleurs le pendant au niveau des anges, hein. C'est une matière très riche. Et donc c'était ce mélange-là, vraiment. Ce que j'avais comme idée à la base, c'était mettre Sherlock Holmes, justement bien connu pour sa logique sans faille, son don de l'observation, le plonger, si vous voulez, dans un univers qui soit justement un peu le contraire de cela. Ce qui m'a frappé dans la lecture du Sherlock Holmes d'origine de Conan Doyle, c'est qu'à contrario, c'est pas le calculateur froid dont on a l'image maintenant vraiment. C'est aussi un homme qui a des tripes, si je veux dire. C'était très important de Conan Doyle de montrer aussi le courage physique, le courage moral de son héros, Sherlock Holmes. Et pour moi, faire en sorte que Sherlock Holmes se perde le recours à la logique, c'était retrouver justement, d'aller jusqu'au cœur de Sherlock Holmes, d'aller jusqu'au fond de l'âme de Sherlock Holmes et montrer voilà, qu'il était comme ceci, plus qu'une tête pensante. Voilà.
ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà écrit de la science-fiction, puis de la fantasy, etc. et tout ça. Et le roman historique, je ne suis pas le seul à le dire, hein, la discipline du roman historique n'est pas si éloignée que ça de la discipline de science-fiction ou fantasy, parce que l'idée, c'est toujours de présenter un monde qui est inconnu, qui est étranger au lecteur. Alors, dans la science-fiction, ce monde, on l'invente. Mais dans le récit historique, on essaie de coller quand même à ce qui s'est passé, à ce monde, en l'occurrence le monde étrange du Moyen-Âge, parce que vraiment c'est une autre planète pour nous. Les temps anciens, le passé est un autre monde, véritablement. Et donc il faut faire rentrer la documentation, la faire oublier aussi. Il ne faut pas faut pas faire des cours d'histoire non plus, mais il faut l'incarner cette visite, donc cette histoire. Donc la discipline en quelque sorte est la même. C'est-à-dire que les concepts qu'on a en science-fiction, il faut les incarner, et les concepts historiques et les réalités historiques, il faut les incarner aussi, leur donner des visages, des personnages, etc. Donc fondamentalement, si vous voulez, le travail va être le même. Je suis en ce moment en train de coécrire en fait une série d'ouvrages pour la jeunesse qui va s'appeler, sauf changement de dernière minute, La lampe des siècles. Donc je vais travailler avec une chère et estimée collègue qui est Gaëlle Giroulet, et donc on va faire un tome sur 2 chacun. On va alterner comme ceci, on va en un an, donc on devrait produire comme ceci 6 ouvrages. De cette suite pour les enfants de la lampe des siècles, comme ceci. Donc voilà, sans trop en révéler, ce sont de jeunes héros qui découvrent une lampe magique qui permet d'aller dans le passé des objets. Donc, voilà. Donc c'est ce que l'on va... c'est la prochaine sortie à partir de mars 2021. Faire ensemble cette conférence à laquelle je vous convie, en tous les cas, sur l'histoire ésotérique de Lyon. Alors c'est un vaste sujet, et sans trop expliquer comme ceci, on va évoquer certaines affaires. Et donc l'ésotérisme, c'est très très vaste. Alors il y a une affaire célèbre qui se déroule dans l'actuel musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est un ancien cloître. Et ce cloître, à la Renaissance, il était occupé par des bonnes sœurs qui étaient un petit peu dissipées, il faut bien le dire, parce que faut les comprendre. Lyon était la porte d'entrée de la civilisation de la Renaissance. Voilà, donc les religieuses avaient un petit peu autre chose en tête que le missel et les prières. Et il y en a une en particulier qui était la sacristaine, qui ne se gênait pas pour vivre une grande vie de dame en se servant dans le trésor. Et puis elle a séduit une jeune novice, et les deux jeunes femmes ont eu une relation qu'on imagine tout à fait passionnelle, mais qui s'est arrêtée brutalement quand les autorités de leur ordre sont intervenues et ont cherché un peu à nettoyer tous les mauvais relents qu'il pouvait y avoir dans le cloître. Et notre Alice de Thésée, donc, comme elle s'était servie dans le trésor et puis qu'elle avait bien vécu, on va dire, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie en emportant une partie du trésor pour continuer à vivre. Alors, ça ne lui a pas porté bonheur très longtemps, puisqu'elle est morte de faim, abandonnée de tous et de toutes, morte de faim dans un champ de blé, comme on l'a dit, mais comme ça a été rapporté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement cette histoire morale de quelqu'un qui est puni par là où il a péché. C'est que son esprit est revenu hanter son amante, Antoinette de Grollet, la jeune fille s'appelait. Et on a eu véritablement donc un cas de possession démoniaque dans ce cloître, une possession démoniaque qui a duré pas moins de 3 ans. Et il a fallu donc l'intervention d'un
exorciste venu du Vatican pour faire cesser ces visites du diable, de l'esprit d'Alice de Thésée qui revenait hanter ses consoeurs. Voilà. Donc ça fait partie des petites anecdotes qu'on va pouvoir évoquer dans cette conférence découverte de l'histoire ésotérique de Lyon.